mallette des Combrailles a mis en évidence des faits scientifiques prouvés. Et de ces faits scientifiques, trois éléments se détachent. D'abord, nous sommes face à un choc, donc un choc environnemental, un choc en termes de climat, un choc en termes de biodiversité. Nous sommes en face d'une rupture. Notre mode de vie n'est plus adapté à ce qui est en train de se passer. Mais on a pu mettre en évidence aussi qu'il existe des pistes de solutions locales. Au niveau du territoire, la rupture énoncée par Éric se manifeste par notamment l'assèchement des sols. Certes, on a des périodes de pluie, mais en tout cas, très vite, lorsqu'on creuse un peu, les sols sont secs. Donc les questions de production alimentaire sont en cause, tant pour les animaux que pour les humains. C'est un exemple. Il y a d'autres exemples. Et par conséquent, il y a effectivement des ruptures sur l'ensemble du territoire des Combrailles dans le Puy-de-Dôme qui font que, à un moment donné, on arrive à un point où notre mode de vie ne peut plus être supporté par les ressources telles qu'on a l'habitude de les développer. Et c'est là qu'effectivement intervient le fait de procéder à de mettre en route une résilience locale, une résilience du territoire. Alors la résilience, la première définition, c'est en physique. Donc c'est la capacité d'un matériau à résister à une perturbation. C'est l'énergie qu'il met à résister à cette perturbation sans forcément revenir à son état initial. En psychologie, je dirais que c'est finalement la capacité à vivre. C'est-à-dire que c'est la capacité de dépasser les événements ou les traumas que l'on subit et de s'adapter à ces traumas. Mais quand on s'adapte, on va essayer de trouver un état stable, mais cet état stable ne sera pas forcément l'état initial, ne sera même presque jamais l'état initial. Un territoire peut être résilient. Il faut qu'il soit capable pour ça d'identifier les ruptures qui sont là ou les ruptures à venir. Il faut qu'il soit capable ensuite à la fois de résister à ces ruptures quand il peut et à la fois s'adapter. Et il faut aussi qu'il soit capable d'amener ces populations à résister, à s'adapter. Il faut donner du sens à toutes ces ruptures qui sont en cours et aux solutions ou aux pistes de solutions que le territoire a pu identifier. Alors ce qu'on peut également préciser, c'est qu'un territoire, par définition, c'est un écosystème assez vaste et même complexe. Il y a l'écosystème citoyen, différents segments de population qui cohabitent sur un même territoire, qui agissent ensemble. Il y a l'ensemble des élus avec les pouvoirs qui leur sont décernés à travers les urnes. Il y a l'ensemble de l'écosystème économique d'un territoire, l'écosystème également culturel d'un territoire. Bref, un territoire, c'est un écosystème complexe. Et donc, le processus de résilience, et particulièrement de résilience proactive, c'est précisément d'aborder l'ensemble des enjeux et également des équilibres vers lesquels tendre, de sorte que tous ces écosystèmes arrivent à tirer leur épingle du jeu et que leurs interactions continuent de produire un territoire, un écosystème territorial qui soit suffisamment accueillant et enviable. Territoire est résilient à partir du moment où des forces vives issues de ces différents écosystèmes, n'est-ce pas? On a parlé d'écosystèmes citoyens, d'écosystèmes culturels, d'écosystèmes socio-économiques, d'écosystèmes politiques également. Donc à partir du moment où un certain nombre d'éléments de ces différents écosystèmes travaillent ensemble à anticiper les risques, à renforcer les faiblesses qui sont objectivées par les enjeux du territoire et donc à prendre à bras-le-corps les ruptures constatées ou pouvant intervenir. Donc c'est un travail
collective, globale, qui a bien conscience que lorsqu'on agit sur un élément, ça répercute dans l'ensemble des sous-écosystèmes, disons, du territoire. Alors, une fois qu'on a identifié la situation avec les ruptures qui sont causées, on identifie les causes. On identifie les causes de ce qui provoque les ruptures. Une fois qu'on a fait ça, on va identifier les potentialités. Les potentialités, c'est les pistes de solutions applicables pour justement s'adapter ou résister ou lutter contre ces ruptures ou ces chocs que nous vivons. Et ensuite, il va falloir identifier les acteurs du territoire qui sont les citoyens, qui sont les entreprises, qui sont les élus, qui sont la société civile en termes d'associations, des choses comme ça. À partir de là, on va pouvoir mettre en place une politique territoriale de résilience innovante. Ça passe en partie, par exemple, pour donner du concret, par le renforcement du bocage. C'est un programme que nous avons commencé à développer avec des acteurs de la société civile, avec des élus, avec des associations. Voilà un exemple, renforcer le bocage pour faire face aux différentes ruptures en ce qui concerne le sol, l'absorption de l'eau de pluie par le sol, etc. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Et puis il y a de l'innovation au sens strict du terme à mettre en place avec tous les acteurs qu'Éric vient de désigner. Tout ça se fait à la fois dans une pleine cohérence avec la situation qui a été identifiée, comme Éric l'a signalé, mais également avec une dimension prospective, n'est-ce pas? Parce que c'est pas parce qu'il y a une rupture une fois qu'il n'y aura pas d'autres ruptures, et en tout cas, la rupture qui a eu lieu, elle donne lieu à une nouvelle situation à laquelle progressivement il faut ajuster des équilibres nouveaux. Par conséquent, il y a tout ce travail-là qui se fait avec de la prospective et naturellement, l'ensemble de cette méthodologie que Éric a tout à fait bien détaillée doit être imprégné d'une dimension éthique de sorte que chacun des acteurs, chacun des habitants et des usagers du territoire puissent vivre à l'aise et de façon confortable et enviable dans les circonstances qui désormais constitue la nouvelle réalité du terrain. Et il faut préciser que cette méthode est itérative. C'est-à-dire que une fois qu'on aura fait toutes ces étapes, on va se retrouver face à une nouvelle situation. Et cette situation, il faudra, pareil, l'identifier, identifier les causes, identifier les potentialités, identifier les acteurs et mettre en place et adapter la politique territoriale qu'on aura déjà mise en place. Et ainsi de suite jusqu'à que... Alors, nous avons mené, par exemple, avec nos partenaires, toute une série de conférences, de sensibilisation, d'information auprès des citoyens, de la population, de l'ensemble du territoire des Combrailles. De la même manière, régulièrement, depuis maintenant 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, nous publions sur notre site internet. D'abord, nous avons créé un site internet pour aussi diffuser de l'information. Et sur ce site, nous diffusons chaque mois une lettre, brève, un A4, n'est-ce pas, une page, mais sur une thématique qui a à voir avec le concept de rupture et de résilience. D'ailleurs, je signale par parenthèse que cette lettre est systématiquement traduite en anglais, de sorte que les habitants ici autour qui viennent de différents pays européens puissent s'intéresser, s'intégrer et plus facilement, disons, prendre conscience un petit peu des dynamiques du territoire. Dans les actions en cours, il y a également le renforcement du bocage. J'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer précédemment. Nous avons également des actions plus concrètes, des tests de terrain. Nous travaillons à la fois avec une association d'agricultrices et d'agriculteurs, avec des scientifiques des sciences du vivant, et donc nous procédons à quelques essais sur le terrain au sein des exploitations. Et puis, la rupture, à notre sens, nous fait poser une question qui est strictement fondamentale. C'est comment continuer à avoir un accès suffisant en
quantité et en qualité à la nourriture entre maintenant et par exemple 2035. Et donc dans cette perspective, euh, il faut vraiment prendre cette question à bras-le-corps parce que ça concerne tout le monde. L'alimentation, c'est fondamental, ça concerne tout le monde. Par conséquent, avec des collègues, avec des citoyens, avec des associations, avec des scientifiques, avec des élus du territoire, nous travaillons ensemble à l'avènement d'un forum alimentaire et artisanal des Combrailles, forum qui s'articule de façon absolument évidente et naturelle, je dirais, avec le programme alimentaire territorial que les élus du territoire ont lancé depuis déjà 1 an ou un peu plus à l'échelle des Combrailles. Il ne faut pas oublier la mallette des Combrailles, projet que nous menons dans le cadre du budget éco-citoyen 63 et qui essaie un peu d'informer nos citoyens sur qu'est-ce qui se passe en termes de climat, qu'est-ce qui se passe en termes de biodiversité, qu'est-ce qui se passe en termes de bocage, qu'est-ce qui se passe sur la méthanisation, qu'est-ce qui se passe au niveau à la fois dans le monde, mais aussi au niveau des Combrailles, qu'est-ce que ça implique dans les Combrailles et qu'est-ce qu'on peut faire. Nous sommes tous, à un moment ou à un autre, confrontés à l'espace énorme qu'il y a entre l'échelle individuelle et l'échelle globale des transformations en cours. Et effectivement, ça tend à faire émerger un sentiment d'impuissance et à isoler un peu. Donc, ce qui est souhaitable, c'est que tout un chacun mette son énergie, ses réflexions, ses craintes dans le pot commun qui est développé par les associations, par les collectifs citoyens, par les initiatives diverses et variées qui existent sur un territoire, en particulier sur le territoire des Combrailles. Il y a beaucoup d'associations qui travaillent, qui œuvrent à la transition en Combrailles. Il y a également des élus, des établissements publics, des collectivités qui mettent en place, qui ont mis en place un certain nombre d'initiatives précisément pour œuvrer concrètement à la transition énergétique, à la transition dans la mobilité, à la transition alimentaire, etc., etc. Par conséquent, il y a déjà beaucoup de structures formelles ou parfois informelles prêtes à recevoir, prêtes à partager de la chaleur, de la réassurance pour les uns et pour les autres à travers des actions concrètes. L'important, c'est surtout de ne pas rester seul, s'impliquer autant que possible. Tout le monde n'en a pas toujours la disponibilité temporaire ou autre, mais en tout cas de ne pas rester seul, de voir vraiment ce qui existe sur le territoire. Même si on n'a pas la possibilité, même si on n'a pas le temps de pouvoir s'impliquer, au moins de savoir ce qui existe et d'aller se renseigner. Se renseigner dans les mairies, se renseigner au siège des communautés de communes et autres. Voilà, ça c'est vraiment extrêmement important. C'est important de ne pas rester seul, de ne pas rester isolé face à l'ampleur des événements qui sont en cours. Et puis, ne pas rester seul et se renseigner, c'est aussi important parce que le jour où il y a vraiment une difficulté majeure qui émerge, n'est-ce pas, qui se produit, eh bien, il est important que tout le monde puisse s'entraider. Et donc, des gens qui ne partagent pas nécessairement les mêmes idées, qui n'appartiennent pas aux mêmes écoles de pensée, etc., eh bien, puissent, parce qu'ils se sont déjà rencontrés, parce qu'ils se sont déjà parlé, parce qu'ils ont déjà partagé leurs inquiétudes par rapport au climat, par rapport à l'environnement, par rapport à l'alimentation, par rapport à tous ces phénomènes, ils ont déjà partagé leurs inquiétudes et le jour où il y a une difficulté, plutôt que de se tourner le dos, ils sont capables à ce moment-là, enfin ils ne sont pas capables, ils sont en situation de pouvoir s'entraider et de pouvoir aider les autres.